12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Place à la critique et place aujourd'hui à deux bandes dessinées dont l'une nous plonge dans un monde post-apocalyptique. C'est l'adaptation du roman La Route de Cormac McCarthy par Manu Larsenet. Et l'autre BD nous plonge dans un monde qui a des airs préhistoriques. C'est formidable BD politique sur les années Jack Lang 1981-1992. Et pour en débattre, nous accueillons ce midi Catherine Robin. Bonjour Catherine. Bonjour. Grand reporter et critique de bande dessinée à Elle. Et face à vous, Victor Massé de l'Épinay. Bonjour Victor. Bonjour. Journaliste et critique de BD, soyez tous les deux les bienvenus dans les midis de culture. Et on commence avec La Route par Manu Larsenet d'après Cormac McCarthy, le roman de Cormac McCarthy, aux éditions d'Argo qui sort, attention, dans 4 jours, le 29 mars. On the road again. I can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. S'il y a bien une chanson qui n'a rien à voir avec l'univers du roman de Cormac McCarthy, c'est bien celle-ci. Noir, désespéré, dévasté, La Route, son chef-d'œuvre post-apocalyptique, nous plonge dans un monde en noir et blanc et beaucoup de gris. Un monde où tout s'est arrêté, recouvert de cendres, où chaque arbre a brûlé, où les oiseaux ne volent plus et où les hommes s'entre-dévorent. Un monde sans aucune lueur d'espoir, si ce n'est celle qui unit un père à son fils, poussant un chariot sur une route, cherchant à manger et des recoins pour dormir. C'est de ce monde que Manu Larsenet, grand nom de la BD en France, s'est emparé pour son nouvel album, laissant cours à sa virtuosité dans le trait, déployant toute une palette de gris colorés. Une BD qui terrasse, angoisse. J'avoue que mon samedi soir n'a pas été très rigolo. Qu'en avez-vous pensé, Victor Massé de l'Épinay ? Mais j'ai été absolument sidéré par cette œuvre de Manu Larsenet. On sait que Manu Larsenet, c'est un des tout grands auteurs de bande dessinée français qui excelle un peu dans tous les genres et dans tout ce qu'il entreprend. Des choses les plus noires comme Blast, qui est une bande dessinée vraiment célèbre et très reconnue, Au retour à la Terre, qui est plus léger, apparemment plus drôle, même s'il y a toujours un fond un peu dépressif, un peu profond, ou bien sûr Le combat ordinaire, ou beaucoup d'autres choses, Le rapport de Brodeck, l'adaptation de Philippe Claudel. Là, il s'attaque à ce roman de Cormac McCarthy que vous avez un peu résumé. Vous avez dit que la relation entre le père et le fils, c'était une lueur d'espoir. On n'en est même pas sûr, en fait. Le grand mystère de ce roman, c'est qu'on ne sait rien sur le pourquoi de la situation. On ne sait pas comment le monde en est arrivé là. On ne sait pas où va le monde. On ne sait pas pourquoi ce père et ce fils sont survivants. On sait qu'il y a d'autres survivants, mais on ne sait pas pourquoi ils ont survécu et à quoi. On ne sait pas s'il y a de l'espoir entre ce père et son fils. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à vivre ? Pourquoi est-ce qu'ils essayent d'aller vers l'océan au sud pour retrouver un peu de soleil, un peu de chaleur, mais dont on n'est pas sûr qu'ils la trouveront ? On sait quelque chose quand même sur la mer. On sait que la mer, dans la bande dessinée, telle qu'elle est racontée par Manu Larsenet, on sait que la mer a choisi de partir, sans doute de mourir, parce qu'elle n'avait plus aucun espoir et qu'elle pensait que c'était la solution la plus sage, si on peut parler comme ça. En tout cas, ce qui est extraordinaire dans ce livre de Manu Larsenet, c'est cette ambiance qu'il arrive à recréer, cette ambiance, donc en effet post-apocalyptique, toute de grise, de cendres boueuses et glauques, qu'il arrive à traduire dans le dessin. La couverture, à mon avis, à cet égard, est vraiment illustrative de quelque chose, c'est qu'on a ce père et ce fils, des silhouettes extrêmement massives. Ça, c'est un des moments très frappants dans le livre, c'est quand ces deux personnages très massifs, entourés de hardes, de couvertures, emmaillotés, se déshabillent pour aller se baigner et qu'on voit qu'en dessous, c'est presque des cadavres vivants, extrêmement maigres. Alors, il y a un gag d'Astérix gladiateur comme ça, avec quelqu'un qui enlève sa grosse... Mais là, c'est pas du tout drôle. Mais en tout cas... Merci du coup pour cette mention. Non, mais j'ai quand même pensé à ça. En tout cas... Il y a des falaises, il y a une carcasse de voiture, il y a ces vêtements ou ces couvertures qui recouvrent les personnages, et tout ça est traité un peu avec le même trait de Manu Larsenet. C'est un trait. Alors je ne sais pas bien comment il l'a fait. Il y a du numérique. Je ne sais pas si c'est tout numérique ce dessin. Les couleurs, certainement. Je ne sais pas si quelque chose est fait à la plume, mais en tout cas il y a ce trait gras, un peu ce noir, un peu gras et envahissant, qui fait que tout finit par se ressembler dans ce monde. On ne sait plus. Il y a plus de vie. Plus d'arbres, sauf morts, plus d'oiseaux, c'est pas qu'ils volent pas, c'est qu'il y en a plus aucun animal,
Et la matière organique est presque déjà morte, presque déjà minéralisée. Et c'est vraiment des pages complètement oppressantes, des longues séquences muettes, complètement glacées et glaçantes. Une impression extrêmement forte à la lecture. Catherine Robin. Oui, ben moi j'ai été bouleversée totalement, bouleversée presque autant que quand j'avais lu le livre de Cormac McCarthy, ce qui est assez rare finalement de trouver que il est arrivé à égaler le roman original pour moi, parce que il y a une grande fidélité, je trouve. Le roman de Cormac McCarthy, quand je l'avais refermé, je me disais c'est très cinématographique. Il y a beaucoup d'images dans ce livre. Il y a quelques dialogues, très peu, mais beaucoup d'images. Et là, je les ai eues, ces images. J'avais pas vu le film. Il date de 2000. Le livre date de 2006. Il a été prix Pulitzer en 2007, adapté en 2009. Voilà. Et il a été adapté en film, en effet. En 2009, avec Viggo Mortensen. Bon, je l'ai pas vu. J'ai juste regardé la bande-annonce avant l'émission là, et je me suis dit que c'était pas du tout la même ambiance. Mais moi, ce que je trouve particulièrement remarquable, vous parliez, Victor, d'un trait gras. Moi, je trouve qu'il y a. Alors, je suis un peu déçue de savoir que c'est possiblement fait numériquement. Pour moi, je me suis vraiment interrogée et je me suis dit avec quelle plume, avec quelle encre, avec quel papier il a travaillé, parce que je trouve que il y a dans ces images une espèce de précision, mais on dirait qu'il a dessiné avec la pointe d'un scalpel. Ce qui fait que il y a vraiment une forme de clarté dans la noirceur absolue qui est complètement dingue, et qui se superpose avec ces couleurs, les couleurs dont vous parliez tout à l'heure, qui sont, on les voit presque pas. Enfin, je veux dire, elles sont là sans être là. Il y a du bleu, du rose, du rouge, les couleurs de l'incendie, etc. Et surtout ce gris dont vous parliez tout à l'heure, Géraldine, qui pour moi est une espèce de, c'est toutes les variations du gris tique. Moi, j'appelle ça le gris tique. C'est-à-dire, vous voyez ce gris quand le parasite se gorge de sang sur sa proie. Eh bien, c'est une espèce de gris qui est couleur un peu mort. Et ben pour moi c'est vraiment le livre, et il a réussi à trouver les teintes de l'apocalypse en fait. Et à l'intérieur de ces images hyper fortes, il y a en effet ces deux silhouettes où il arrive très bien à rythmer dans un travail d'échelle. Tantôt ils sont très très au loin dans la brume, dans le brouillard, la poussière, et tantôt très très près où là on a l'impression que c'est des éléments minéraux, quoi. Ils sont dans le décor avec toutes les couches dont on parlait tout à l'heure. On a vraiment l'impression qu'ils se mélangent à ce décor et on s'interroge, on se dit c'est fou de trouver ces images si belles alors qu'elles ne disent que le désespoir, la cruauté, le malheur et la souffrance, quoi. Manu Larsenet dit qu'il a utilisé 14 nuances de gris. En fait, il voulait pas du tout utiliser uniquement le noir et blanc parce qu'il trouvait que c'était trop binaire, trop contrasté. Donc il s'est dit, je vais travailler les gris coloré, ce que vous appelez le gris tic. Il avait un gris coloré. Mais je crois que c'est un des mots qui est le plus employé par Cormac McCarthy dans le livre. Hein. Je l'ai refeuilleté les très tics vite dans ou le gris? Le gris. Le gris. Et Manu Larsenet dit que le plus grand défi pour lui, c'était de se dire comment en fait je fais une BD sur une histoire où il n'y a pas d'histoire en fait, il n'y a pas d'arc narratif, et il dit qu'il a opté pour, voilà, il a fait le choix de faire des dessins qui allaient être lus. Et effectivement, on passe un temps fou, même parfois à ne pas comprendre parfois ce qu'on a sous les yeux. Je pense aux vêtements dont vous parliez, Victor, des personnages, par exemple. On n'arrive même plus à distinguer leur visage. Il y a une ou deux images, en particulier quand le père se prend la tête dans la main, une ou deux fois, sans doute de désespoir. Il a la main gantée. Et alors, une fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a dessiné là? Parce qu'on ne voit plus qu'un enchevêtrement de toiles, et il faut faire un effort pour distinguer les doigts, la casquette qui est encore là, etc. Je ne sais pas du tout, il faudrait demander à Manu Larsenet, je pense qu'il va venir bientôt, j'espère. Il sera vendredi au micro d'Arnaud Laporte, voilà. Affaires culturelles, à 19h. Parce que moi, je ne sais pas s'il a fait tout ça de façon numérique. Je pense que les couleurs sont numériques, qu'il y a un traitement numérique de l'image. D'une certaine façon, peu importe. Je partage vraiment votre avis, Catherine, sur l'extrême beauté de ces dessins, et en même temps l'extrême noirceur. En fait, tout est retourné. On dirait des négatifs parfois. Oui, mais alors des négatifs photos, mais même tout est retourné au sens dans le sujet, c'est-à-dire qu'on voit l'intérieur de tout. Plus rien n'a de carapace, plus rien n'a d'élégance. Les hommes sont des cadavres en sursis. Le père et son fils avec encore un peu de chair, mais en fait on croise quand même énormément de squelettes, de corps en décomposition.
avec aucun, j'ai noté ça aussi, aucun ver, par exemple. Il n'y a pas de vie. Il n'y a même pas de vie animale, il n'y a pas de vie qui grouille, il n'y a pas... Non, la civilisation, enfin, le ver, c'est pas le stade ultime de la civilisation. Pardon, c'est pas tout à fait ça, mais c'est aussi ça, ce texte. C'est, encore une fois, il y a beaucoup de pages muettes, mais il y a aussi quelques dialogues, et dans ces dialogues, on est vraiment dans le nu de la vie et de la civilisation. Encore une fois, il y a toutes ces questions autour, est-ce qu'on est du côté des gentils, papa? Il y a ce père qui s'appuie sur, enfin, qui essaie dans les postures aussi, il y a des images bouleversantes. Vraiment, moi, j'ai fini le livre encore avec les larmes aux yeux. 2 fois, je l'ai lu. Vraiment, je trouvais ça vraiment bouleversant, y compris dans le dialogue. Les premiers mots du livre, c'est je suis là, salut papa. Je sais, je suis là, c'est le père qui dit à son fils « je serai là toujours pour toi », y compris dans cette illusion dont vous parliez tout à l'heure, on ne sait pas vers où est-ce qu'ils vont, ils savent très bien, ils ne sont pas complètement, mais ils se racontent cette histoire qu'il y a possiblement quelque chose au sud qui pourrait les sauver de quelque chose, on ne sait pas. Et le fils qui dit « oui, je sais », et il passe son temps dans tous les courts et les maigres dialogues qu'ils ont, il passe son temps, le fils, à dire « je sais, j'ai compris », malgré toute la terreur. Alors d'accord, et je te fais confiance, papa. Ah, et c'est complètement déchirant. Ouais, Victor Massé d'Épinay. Il n'y a pas d'action, en effet, il n'y a pas de narration. Il n'y a pas d'arc narratif, comme on dit. Il y a un roman et une bande dessinée uniquement métaphysique avec un père et son fils quand il n'y a plus rien. Donc on pense à, enfin moi j'ai pensé beaucoup à Abraham qui emmène Isaac au sacrifice. Enfin il y a quelque chose. Astérix et Abraham. Voilà, ben c'est pas mal comme référence. C'est pas petit. Abraham qui emmène son fils sur le mont Moria pour le sacrifier, et Isaac qui est comme une victime consentante. Bon, là, mais le fils passe son temps à dire alors d'accord papa, alors d'accord, à acquiescer comme ça à cet avenir qui n'est même pas promis, avec quand même encore un dernier tabou qui est l'anthropophagie, qui est la seule chose qui les maintient d'une certaine façon et qui font qu'il y a des bons et des méchants encore. Qui fait qu'il y a des bons et des méchants, qui fait qu'ils sont du côté des bons. Ils ne mangeront jamais, ça le père le tient plusieurs fois, nous ne mangerons jamais les autres, alors que on passe son temps à voir des gens qui ont été dévorés par d'autres, ou d'autres qui font rôtir des bébés. Je le dis, enfin c'est évidemment extrêmement violent, mais c'est quand même un roman, une bande dessinée extrêmement dur, il faut quand même le dire. Oui, c'est extrêmement dur, mais il y a quand même une petite... C'est pour ça que j'ai parlé aussi de lueur d'espoir entre ce père et ce fils, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui les unit et qu'on ne voit pas chez les autres, c'est le regard. On les voit se regarder quand même à certains moments, on voit la stupeur, la frayeur, ou même le fait juste de se regarder. Or, ils n'ont aucun autre humain, aucune autre vie à regarder, Catherine Robin. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, cette espèce de huis clos entre le père et le fils, c'est aussi... Les romans et les histoires post-apocalyptiques comme ça, c'est forcément, ça pose forcément des questions morales, ou en tout cas ça veut questionner, ça veut aller sur ce. Et bien, quand le fils veut aider une vieille personne, veut aider un petit garçon qu'il a vu, et que le père lui dit non, nous sommes dans la survie, on ne peut aider personne, etc. Il y a une espèce de transmission de la survie du fils au père, mais qui n'est pas que ça. En effet, il y a aussi des regards, mais il y a aussi une immense tendresse, encore une fois, dans quelques menus dialogues, des choses, quand je parlais le nu du langage, on est vraiment dans le langage réduit à sa plus simple expression, mais qui dit tout. Victor, vous levez le doigt. Oui, non, parce que vous avez raison. Enfin, sur le regard, il y a vraiment quelque chose, à mon avis, qui est au centre de cette bande dessinée, dont je suis pas allé, enfin, quelque part au bout. Faudrait interroger Manu Larsonnet là-dessus, mais il y a cette phrase au début du père qui dit à son fils « Ne regarde pas, parce que tout ce qu'on regarde, enfin, on s'en souvient, et on se souvient des mauvaises choses, et on oublie les bonnes. » Et il y a des moments où le garçon a des yeux noirs, le petit garçon a des yeux tout noirs, sans doute après qu'il ait vu des choses horribles. Donc, et il y a encore un troisième regard qui est le regard du père. Quand ils sont en train de dormir, quand le petit garçon s'est endormi, quelquefois le père a l'œil fixe. Il est aux aguets, en fait. Il est aux aguets et il se souvient. Il se souvient de les 2 premières pages de la bande dessinée. C'est la catastrophe qui est dessinée. Enfin, on suppose. Hein. Là, en noir et blanc, enfin la première page, même pas les 2 premières, une sorte de fumée, j'allais dire encore métaphysique, symbolique. Et le père, quelquefois, cette image revient et on voit l'œil fixe du père qui a vu, enfin qui... Lui sait ce qui s'est passé. Enfin, moi, j'ai vu ça comme ça, et il peut plus dormir, il peut plus fermer l'œil. Et il dit d'ailleurs souvent, il faut garder l'œil ouvert, l'œil aux aguets, etc.
Mais ce sont des regards qui sont très larcenesques, entre guillemets. Il y a c'est les visages, si on devait trouver, puisqu'il est très fidèle au livre, si on devait trouver ce qu'il a apporté lui, c'est ça, ce sont les visages, je trouve, des deux personnages, et puis le clin d'œil à Enfance de Sampé qui apparaît dans les décombres à un moment, magnifique. Et des souris et des hommes qu'il avait voulu adapter visiblement. Et où on voit des oiseaux. Exactement. Seul sur la route où chantait mon bonheur, seul je reviens du chagrin plein le cœur. Nous vous parlions de cette adaptation en bande dessinée du roman de Cormac McCarthy, La Route, donc par Manu Larsenet. C'est aux éditions d'Argo. Ça sort ce vendredi 29 mars en librairie. Et ce vendredi 29 mars à 19h, vous entendrez Manu Larsenet dans Affaires culturelles avec Arnaud Laporte. 12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Place à présent à Formidable, les années Jack Lang 1981-1992 de Franck Bourgeron, Hervé Boris et Dorothée de Montfried aux éditions Casterman. Lundi prochain à 20h30, des centaines de milliers de Français seront dehors avec leurs instruments de musique, sans complexe, pour célébrer la naissance de l'été. Et je crois que cette immense armée des musiciens français montrera sa force ce soir-là. Au départ, ça devait être une BD sur les 40 ans de la fête de la musique, mais c'est en fait devenu une BD sur Jack Lang. Enfin, sur les années Jack Lang, 80-92. Une décennie, c'est vrai, impressionnante où le ministre de la Culture initie non pas seulement la fête de la musique, mais aussi la fête du cinéma, les journées du patrimoine, le printemps des poètes, le prix unique du livre, sans oublier les grands projets de Mitterrand qui l'accompagnent, l'Opéra Bastille, le Grand Louvre ou la BNF. Le fait est là, nous vivons encore dans la politique culturelle qu'il a impulsée. Il y avait donc de quoi en faire une BD, de quoi en documenter les origines et les coulisses. Mais face à un tel personnage comme Jack Lang, tout est plus compliqué. Et les scénaristes Hervé Bourris et Franck Bourgeron et la dessinatrice Dorothée de Montfried ne cachent pas leur manque de distance. Le bandeau cite Jack Lang lui-même. Redécouvrir ma vie politique à travers une BD est, nous dit-il, une expérience unique, à la fois surprenante et captivante. Mais pour le lecteur, quelle est l'expérience ? Quelle a été la vôtre, Catherine Robin ? En fait, j'ai pas très bien compris cet album. La vie de Jack Lang ? Non, j'ai pas très bien compris. Et c'est vrai que, comme vous venez de le décrire, c'est un personnage en soi, Jack Lang. Ses costumes, son phrasé, cette lumière dans laquelle il a baigné, qui lui était renvoyée par tous les artistes qu'il a fréquentés, ses grandes œuvres. Voilà, il a imprimé sa marque sans aucun doute sur la politique culturelle de la fin du XXe siècle. Donc, à ce titre, brosser son portrait, pourquoi pas ? Mais je pense qu'il y a un hiatus et un problème dans le dispositif qu'ont employé les auteurs. Et ça devient donc buté sur cette... En gros, ils ont été faire des entretiens à l'Institut du monde arabe où Jack Lang est encore, je crois, président. Oui. Et ils ont, donc on ne sait pas combien d'entretiens ils ont eu, mais ils en ont eu quelques-uns. C'était à l'automne 2022. Voilà, donc quelques-uns. Ils vont dans cet endroit très institutionnel. Donc ils vont rencontrer Jack Lang, mais ils vont aussi rencontrer sa fonction. Ils vont rencontrer l'homme d'État, l'homme de culture et le président aussi de l'Institut du monde arabe. Ils vont pas le voir dans sa maison, etc. Mais ils rencontrent quand même sa femme aussi, Monique Lang. Ça visiblement voilà. C'est inévitable quand on rencontre l'un, d'après ce qui est écrit. Voilà, on en reparlera peut-être après. Et ils vont interviewer aussi deux autres journalistes, un journaliste de Libération, un journaliste de l'AFP, pour avoir un petit peu, voilà, quelques archives sur Internet, et c'est tout. Et en fait, je trouve que ça ne leur permet pas d'entrer un petit peu dans la complexité de la chose, et ils restent vraiment en surface. Et je suis pas du tout. Vous parliez de tous les questionnements qu'ils émettent quant à leur place à la page 53 du livre. C'est là où il y a une grande page, et là où ils se disent oh là là, mais on est trop élogieux, on fait pas une hagiographie, il faut vraiment lui rentrer dans l'art. Allez, la prochaine fois qu'on le voit, on lui rentre dans l'art. Bon, la page d'après, la seule façon qu'ils ont trouvé de lui rentrer dans l'art, c'est de mettre en scène les critiques les horribles critiques du Figaro magazine des années 80 qui haïssaient Jack Lang. C'était peut-être le personnage le plus haï de la droite française à cette époque. Donc voilà, et puis l'autre façon de critiquer, en tout cas de parler des critiques de Jack Lang, c'est toutes les rumeurs qu'ils ont vues sur Internet sans vraiment les nommer. Donc de pédocriminalité. Mais c'est pas tout à fait nommé.
Bref, je me suis dit que c'était vraiment très compliqué et ils se sont retrouvés complètement prisonniers du storytelling de Jack Lang qui, comme vous l'avez mentionné, n'a pas une petite opinion de lui-même et résultat... J'ai mentionné son bandeau. Voilà. Mais résultat, c'est pas parce qu'on met en scène ses propres doutes quant à la distance qu'on n'a pas vis-à-vis de son sujet qu'on est dédouané de la chose, quoi. Victor Massel-Lépinay. Oui, je partage un peu l'avis de Catherine. Je trouve que sur la couverture, où on voit Jack Lang accoudé à une colonne de Buren, il aurait mieux valu qu'il soit debout sur une colonne de Buren, qui aurait fait comme un socle à sa statue, puisque quand même, c'est un peu une statue, une icône, que Jack Lang ait été un grand ministre de la culture, le ministre qui a d'une certaine façon, après Malraux, défini ce qu'était un ministre de la culture et qu'aucun de ses successeurs n'est parvenu sans doute à égaler, avec aussi pas le même soutien présidentiel ni le même temps. C'est évident. Mais c'est quand même un peu dommage que quand on s'attaque à une icône comme ça, on n'essaye pas un peu d'aller voir ce qu'il y a derrière. Il y a quand même beaucoup de zones d'ombre dans la Mitterrandie en général, qui est quand même aussi un des sujets du livre, la relation avec Mitterrand. Jack Lang dit qu'il n'était pas au courant de la double vie de Mazarine. Bon, les auteurs disent « Ah bon, il n'était pas au courant, c'est quand même bizarre ». Mais jamais les auteurs ne le mettent face à des contradictions, ou peut-être l'ont-ils fait, et je pense que c'est très difficile d'aller contre Jack Lang. Enfin, je pense que c'est quelqu'un d'impressionnant et qui est un homme de pouvoir aussi, et on sent qu'ils veulent lui rentrer, ils se mettent en scène en voulant en effet lui rentrer dans le large, je les cite, et il y a un dernier dispositif, quand ils disent « on va le faire », ils commencent, et à ce moment-là, la lumière s'éteint, et puis en une case, et puis se rallume, et Jack Lang dit Fiat Lux, et ça y est, la zone d'ombre, on est passé, place de nouveau à la lumière, à Jack Lang l'icône, à Jack Lang qui sait très bien, et on le voit aussi les flatter dans l'ascenseur en disant c'est formidable ce que vous faites, il faut que la jeunesse, en effet, c'est très important pour la jeunesse, ça c'est quand même un moment assez ahurissant. Vous le faites avec la voix de Jack Lang ? Non. Jack Lang dit « Votre livre va être vraiment important pour parler à la jeune génération qui a entendu parler de moi dans les livres d'histoire. » Alors, en effet, Jack Lang est sans doute dans les livres d'histoire, et c'est très bien et c'est normal. Mais pourquoi est-ce que c'est vraiment important de parler à la jeune génération ? Et pour leur dire quoi de différent de ce qu'il y a dans les livres d'histoire ? Jack Lang, c'est le prix unique du livre, c'est la fête de la musique, c'est tout un bilan énorme. C'est bien. Mais il y a quand même au début quelque chose d'assez symptomatique. C'est qu'il commence par dire c'est moi qui ai proposé le slogan « La force tranquille » de Mitterrand. Et puis, Hervé Bourris ou Franck Bourgeron, les auteurs, on les voit penser non, en fait, c'était une jeune stagiaire de Jacques Séguéla. Bon. C'est moi qui ai organisé la fête à la Bastille le 10 mai 80 et la préfecture n'était pas prévenue. Non, en fait, c'est pas vraiment lui, c'est quelqu'un d'autre. Et la préfecture était prévenue. L'Institut du monde arabe, c'est une de mes premières propositions. Non, en fait, le décret a été signé par Giscard d'Estaing. Donc, on voit quand même qu'il y a quelque chose. Au bout d'un moment, c'est plus simplement des approximations. C'est quelque chose qui fait un peu système chez Jack Lang de dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et ils le disent, mais ils le disent pas face à lui. On ne voit pas vraiment la teneur de leurs échanges. Est-ce que c'est pas courageux justement parce qu'il y a beaucoup de BD politiques? C'est pas courageux de se mettre en scène en disant voilà, en fait, on a eu un problème de distance, on n'a pas réussi à lui poser des questions, on n'est pas formé à l'interview politique, on était là pour faire une BD qui nous a été demandée au départ. Quand même par un collaborateur de Jack Lang qui appelle Hervé Bourris en lui demandant ce serait bien de faire une BD sur les 40 ans de la fête de la musique. Il accepte. Alors, il dit c'est une blague et il dit mais par contre le personnage Jack Lang peut être intéressant. Et effectivement, ils ont fait le choix de dire voilà, on a un problème de distance. Est-ce que les autres ne disent pas peut-être dans leur BD politique? Nous, on va le mettre en scène. Catherine. Je pense que Mathieu Sapin, par exemple, qui est vraiment celui qui en fait le plus ces dernières années, a quand même répondu avec Dorothée de Montfred aussi, mais surtout Hollande. Et avec Hollande et voilà et a suivi aussi la campagne d'Emmanuel Macron. Mais je pense qu'il il parle assez aisément de cette question de la distance, de la loyauté à ton sujet, etc. Là, moi, je trouve que oui, en effet, alors courageux, je sais pas, mais en tout cas, oui, c'est une forme de transparence. Mais pour moi, c'est plus de l'ordre de l'astuce et de nous dire à nous lecteurs de chercher une complicité avec nous en nous disant nous ne sommes pas dupes de ce qu'il nous raconte, vous non plus. Alors suivez-nous dans l'histoire. Mais moi, à la fin, je n'apprends
pas grand-chose. Voilà, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte. Et sur les jeunes dont vous parlez, parce qu'en effet, on referme ça et on se dit, bon, c'est pour qui? C'est pour les adorateurs de Mitterrand, parce qu'en effet, il parle beaucoup de son lien quasi filial avec le président, etc. Et on se dit, si c'est pour les jeunes, mais c'est un peu atroce, parce que l'image de la politique des années 80 qui est donnée, c'est quand même, voilà, c'est cet homme avec sa femme. Alors, je vais pas les appeler les Balkany de gauche, mais quand on referme le livre, je ne dis pas du tout que c'est ça. Mais quand on lit le livre, on a vraiment ce sentiment-là, parce qu'elle est tout le temps conseillère, elle est tout le temps avec lui, etc. Quand on le voit Mitterrand prendre l'hélicoptère pour aller des Invalides à Marly-le-Roi, faire 20 km pendant la préparation de la campagne de 88, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce monde politique à ce moment-là? Et je trouve que finalement, comme le disait Victor, c'est pas un livre très politique, parce que il parle très peu. En fait, c'est pas une BD politique. Ah, c'est pas une BD politique dans le sens où finalement les années 80, ça a quand même été l'émergence du néolibéralisme. Il a participé de ce système, mine de rien, même s'il était plus à gauche que Mitterrand, même. Mais il savait pas que Berlusconi était de droite. Voilà. D'abord, il le dit, et alors on peut le reconnaître, cette forme de transparence aussi, voilà. pour le coup. Bon, mais c'est vrai qu'il est quand même. Son bilan, qui a évidemment plein de belles choses, mais n'est pas mis en perspective. Ça a été fait par ailleurs. Il y a eu des livres sur les années de Jack Lang, il y a eu des articles de journaux, il y a eu toute une série dans Le Monde qui montre un peu, qui apporte un peu de contraste quand même. Jack Lang a été un grand ministre, et puis il y a aussi beaucoup de déçus, y compris parmi les gens de gauche qui votaient pour Mitterrand en 80. Moi, j'avais rencontré pour un documentaire, tout le milieu, disons, de l'éducation populaire, de l'enseignement des arts à l'école, etc., ont eu un peu l'impression d'être les dindons de la farce dans les années Lang. On le met pas tellement en avant. Et quand vous disiez que c'était pas une BD politique, enfin, Hervé Bourris et Franck Bourgeon, ils ont fait une autre bande dessinée sur Malraux. Et celle-là, ils ont pris un autre parti, c'est-à-dire de raconter une histoire. Oui, mais Jack Lang est encore vivant, et ils l'ont rencontré. Mais oui, mais alors ils finissent la dernière page de la bande dessinée, ils disent 50 ans après, il est toujours là, c'est un des derniers crocodiles, et c'est ce qu'ils disent à la première page. Donc en fait, ils finissent comme ils ont commencé en disant Jack Lang, c'est quand même une icône. Bon, bah oui. Mais alors, le problème, si je vous souviens, c'est que en fait, il n'y a pas un côté document historique, il n'y a pas un côté satire, critique de la politique, là, et donc, il reste quoi, en fait? Une hagiographie, comme vous le disiez, alors qu'ils disent qu'ils veulent éviter justement. En tout cas, oui, c'est un beau catalogue avec toutes les mesures toutes les mesures qui restent, ces grands travaux, etc. Mais moi, je pense que c'est possiblement lié au fait qu'ils étaient trois, et que peut-être, et ces deux très bons auteurs, Dorothée de Montfred et Hervé Bourris, c'est deux super auteurs. Franck Bourgeron, il a relancé deux revues qui sont géniales, mais peut-être que le fait d'être trois leur a empêché d'avoir un parti pris beaucoup plus affirmé. Et je note quand même les très bons portraits de Dorothée de Montfred, qui est donc au dessin. Formidable, les années de Jack Lang, 80-92 de Franck Bourgeron et Hervé Bourris au scénario, Dorothée de Montfred au dessin. C'est aux éditions Casterman. Merci à tous les deux. Catherine Robin, Victor Massé de l'Épinay. Toutes les références et tous les débats sont à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.